Merci bien, France. Alors, si vous pouvez me confirmer que vous voyez bien mon écran. Parfait, merci. Alors, écoutez, comme France Gravel m'a présenté, je représente le ministère de l'Éducation aujourd'hui et plus spécifiquement le Bureau de la mise en œuvre du plan d'action numérique. En fait, je me permets une petite introduction par rapport au plan d'action numérique qui a été lancé en mai 2018. Et on est à peu près une quinzaine d'employés au bureau de cette mise en œuvre-là, des anciens enseignants, des conseillers pédagogiques, des gestionnaires scolaires qui assurent cette mise en œuvre. Et on l'a fait de façon vraiment collaborative à l'intérieur du ministère de l'Éducation du Québec, mais aussi à l'extérieur avec les différents acteurs. Le plan d'action numérique, ça change beaucoup de choses. En fait, le numérique a des répercussions sur l'ensemble des activités du système éducatif et cela fait naître de nouveaux besoins comme de nouvelles opportunités. Bon, son intégration peut sembler complexe parce qu'elle soulève de nouvelles questions. On l'a vu dans les dernières années, en fait depuis mars 2020, et ça demande des réponses réfléchies et d'où l'importance que le ministère réfléchisse et passe à l'action avec les acteurs de terrain. Bien évidemment, le plan d'action numérique est porté par une vision. Et quelle était? Donc, vous voyez à l'écran en haut à gauche. Donc, le plan d'action numérique, sa vision, c'est quoi? C'est une intégration efficace et une exploitation optimale du numérique au service et à la réussite de toutes les personnes. Et bien évidemment, ces personnes-là les plus importantes, elles sont au centre de la diapositive, ce sont les apprenants. Et le plan d'action numérique est interopérable. Donc, on s'intéresse autant à la petite enfance, à l'école élémentaire dite primaire, au secondaire, au lycée ou encore au collégial et à l'université, mais aussi au ministère de l'Éducation, on se préoccupe aussi de chacun des citoyens comme étant des apprenants tout au long de la vie. Et bien évidemment, comme on le voit, donc il y a l'apprenant au centre et tout autour les différents acteurs qui permettent de développer cette compétence numérique-là chez l'ensemble des citoyens. Donc, comme je vous l'ai dit, comme je l'ai présenté, il y a plusieurs acteurs qui sont sollicités pour mener à bien cette mission. Depuis le lancement du plan d'action numérique, on a travaillé avec, bien évidemment, les parents de nos plus jeunes, de nos tout petits, différents secteurs du ministère de l'Éducation et de l'enseignement supérieur, différents organismes partenaires, privés et publics, et bien sûr, des acteurs du réseau. Bon, c'est certain qu'à partir de mars 2020, bien des choses ont changé. Et tout comme avant, le ministère tente d'être agile pour s'ajouter aux besoins des milieux, notamment dans le contexte pas si lointain de l'école à la distance, l'école à la maison et l'apprentissage à distance. Le plan d'action numérique est composé de 33 mesures qui sont regroupées sous 3 grandes orientations. La première orientation, c'est celle de soutenir le développement des compétences numériques des jeunes et des adultes. Comme je l'ai dit tantôt, c'est vraiment un plan pour l'ensemble du citoyen. La seconde orientation est d'exploiter le numérique comme vecteur de valeur ajoutée, un plus-value dans les pratiques d'enseignement et d'apprentissage. Et la troisième orientation, c'est celle de créer un environnement propice au développement du numérique dans le système éducatif actuel. Et ici, bien évidemment, on peut penser à tout ce qui est le matériel. On pense à relier les écoles avec l'Internet haute vitesse ou encore de mettre des bornes Wi-Fi dans ces mêmes établissements scolaires ou encore de fournir différents matériels aux apprenants. Loin de moi l'idée de vous présenter les 33 mesures du plan d'action numérique. Donc, je vous partage à l'écran le tableau synoptique, mais vous pouvez aussi prendre en note l'adresse au bas de la page, vous pourrez la partager à la toute fin, dans laquelle on présente ces 33 mesures et on les précise. Donc, dans ma présentation, je me centrerai principalement sur le deuxième axe, qui est celle des compétences et de la culture numérique. Mais je vais me permettre quand même un petit détour pour parler d'une des mesures fortes du plan d'action numérique, qui est une mesure transversale, donc interordre, qui est celle du cadre de référence de la compétence numérique. En fait, vous l'avez peut-être vu passer lors de son lancement il y a un peu plus d'un an et demi. Bon, c'est vraiment la mesure 1 du plan d'action numérique. C'est une mesure structurante. En fait, le ministère a demandé au GRIPTIC, c'est le groupe de recherche interuniversitaire sur l'intégration pédagogique des technologies, pour réaliser les travaux de recherche en lien avec l'établissement d'un cadre de référence de la compétence numérique. Donc, bien évidemment, ils ont épluché plus de 60 documents de différents pays en français et dans d'autres langues, bien évidemment, pour construire ce cadre de référence de la compétence numérique. De plus, une consultation avait également été réalisée en amont avec des acteurs du milieu de l'éducation et de l'enseignement supérieur au Québec, c'est-à-dire des enseignants, des professeurs, des conseillers pédagogiques, notamment ceux qu'on nomme au Québec les récits et les reptiles. Donc, le cadre de référence de la compétence numérique vise à favoriser le développement de cette compétence-là pour l'ensemble de la communauté éducative du Québec
pour qu'ils soient autonomes et critiques dans leur utilisation du numérique. Donc, d'ailleurs, je pourrais vous faire un lien tantôt sur une capsule qui a été présentée brièvement lors d'une activité la semaine dernière qui présente justement ces 12 dimensions. En fait, au Québec, on parle d'une compétence avec 12 dimensions. Pourquoi? Bien, pour faciliter l'intégration du cadre de référence de la compétence numérique dans d'autres référentiels. Bon, par rapport à ce cadre de référence de compétences numériques-là, je vous présente seulement deux dimensions pour aujourd'hui, les deux qui sont centrales, donc qui sont au cœur du référentiel. Donc, je zoome ici. Donc, ce sont celles d'agir en citoyen éthique à l'ère du numérique et développer et mobiliser ses habiletés technologiques. Ce sont vraiment les dimensions centrales autour duquel s'articulent les autres dimensions. Ça signifie, par exemple, que il faut avoir une préoccupation éthique en trame de fond lorsqu'on utilise le numérique. Par exemple, lorsqu'on veut faire produire du contenu avec les apprenants ou communiquer ou encore collaborer à l'aide d'outils pédagogiques. Donc, tout ça, cette portée éthique-là, c'est vraiment d'être conscient de son impact d'usage du numérique pour soi et pour les autres. On parle souvent du bien-être physique et psychologique. Il faut savoir utiliser ces outils. Donc, il faut être capable de bien réfléchir à son utilisation du numérique. Donc, on a aussi produit un guide, vous pourrez y faire référence sur le site du ministère, qui précise ces 12 dimensions-là avec des niveaux de compétences, des échelons d'appropriation de ces différentes dimensions-là. Mais je reviens sur le sujet principal de notre entretien aujourd'hui. Donc, sous l'axe d'intervention des compétences et de la culture numérique, ils ont donc deux objectifs. Celui de soutenir le développement des compétences numériques du personnel enseignant, professionnel et de soutien, et bien qu'implicite, mais tellement important, celui des gestionnaires scolaires, et aussi de soutenir les personnes et les organisations dans la transition vers une culture numérique. Donc, d'abord, je reviens, j'en ai parlé brièvement tantôt, je l'ai effleuré, mais je vais quand même prendre le temps de le dire. Sous la mesure 4, je m'excuse, elles ne sont pas numérotées à l'écran, on parlait de produire un nouveau référentiel des compétences pour la profession enseignante. Bon, celui-ci a vu le jour il y a un peu plus d'un an, à l'automne 2020, et si vous remarquez, on a intégré ici au niveau de la compétence 12, mobiliser le numérique. Donc, dans la version précédente, qui datait de 2000, on avait un libellé par rapport à l'intégration d'éthique, qui était une compétence parmi le référentiel. Maintenant, elle est de nature transversale dans l'ensemble du référentiel de la profession enseignante. Donc, je tiens à faire remarquer que, bien évidemment, le développement professionnel, qui est ici la compétence 11, est aussi mis en évidence. Donc, pour les acteurs de terrain, les enseignants dits en service, on peut poursuivre le développement de cette compétence numérique-là, la compétence 12, qui est tout à fait en accord avec la compétence L, qui est de s'engager dans un développement professionnel continu tout au long de la profession. Petit aparté spécifique au Québec, depuis le 1er juillet 2021, il y a maintenant une nouvelle obligation de formation continue pour le personnel enseignant. En fait, ça précise, cet article de loi-là, que l'enseignant doit suivre au moins 30 heures d'activité de formation continue par période de 2 années scolaires. Donc, cette nouvelle obligation-là, en fait, c'est un levier important, oui, pour la valorisation de la profession enseignante, mais aussi pour le gestionnaire scolaire pour accompagner son équipe école à développer ses différentes compétences. La 5e mesure du plan d'action numérique est celle de favoriser la formation du personnel continu, pardon, de favoriser la formation continue du personnel enseignant et aussi des gestionnaires scolaires. Et justement, je vais vous présenter quelques éléments à ce sujet, donc à l'intention des gestionnaires scolaires. Donc, je vous présente un tableau synoptique qu'on avait présenté il y a 2 ans lors du lancement du plan d'action numérique. Donc, c'est un croquis-notes qui permet de voir à haut niveau les actions qu'on voulait et qu'on a mis en place à l'intention du personnel scolaire. Donc, je vous rappelle brièvement, au lancement du plan d'action numérique, en mai 2018, il y avait eu des sommes qui étaient dédiées à l'ensemble des établissements du Québec, un certain montant, pour permettre d'acheter un certain plancher d'équipement numérique. On parlait à l'époque de combo numérique parce qu'on voulait montrer l'importance de l'achat d'équipements avec la formation. Et quels étaient ces équipements-là? On les avait divisés en 3 grandes catégories. Donc, il y avait la première catégorie qui était vraiment les flottes d'appareils. On pense aux tablettes, aux ordinateurs portables, aux Chromebooks, pour ne pas les nommer, et iPad. Il y avait aussi tout ce qui était par rapport à la robotique et au laboratoire créatif, les différents outils. En fait, c'était en mai 2018, c'était à la fin de l'année scolaire pour permettre de préparer les achats pour la rentrée de 2019. Suite à ça, bien évidemment, on a
parlé à nos gestionnaires scolaires, à nos directeurs d'établissement au Québec. On a bien évidemment mis en évidence, on a accéléré et augmenté le nombre de personnes qui favorisent et qui font l'accompagnement et le soutien sur le terrain. Tout ça en complément avec des auto-formations qui peuvent être consommées de façon asynchrone. Et on organise depuis 2018 des journées du numérique. Donc, je prends les prochaines diapositives pour vous présenter chacun de ces 4 grands éléments-là qui font une force du ministère et qui démontrent son leadership avec les acteurs de terrain. Donc, je parlais des webinaires. En fait, on en a organisé 2 à l'intention des gestionnaires scolaires. Ceux-ci se sont tenus à l'hiver 2019 et on a rejoint en direct plus de 500 participants, bien évidemment des directeurs d'école, donc des gestionnaires scolaires du Québec. Ces 2 webinaires-là ont porté sur le potentiel pédago-numérique et le leadership pédago-numérique. Ces 2 webinaires-là, on les a pris, puis on en a fait des capsules d'auto-formation qu'on a appelées l'accompagnement virtuel en 10 auto-formations. Donc, animé par un coach qui présente vraiment l'importance, la posture du gestionnaire scolaire dans ce virage numérique-là, cette transformation numérique qu'on désire accélérer. Bon, bien évidemment, on a réalisé, suite au début de la pandémie, là, un 3e webinaire qui s'est appelé « Les acquisitions en lien avec les équipements numériques ». C'est que le ministère a insufflé, en fait, a partagé davantage de sommes, a rapatrié des règles budgétaires pour permettre aux différents établissements scolaires d'acheter plus rapidement du matériel numérique pour subvenir aux besoins des différentes clientèles. Ici, je fais un aparté, mais je vous dis souvent que des sommes ont été dédiées, transférées aux établissements. Il faut comprendre qu'au Québec, le plan d'action numérique est à la hauteur de 1,2 milliard de dollars canadiens et 90% de ces sommes-là sont directement transférées au Centre de services scolaires et commissions scolaires au Québec. C'est-à-dire que ce sont les directions générales avec les gestionnaires scolaires des établissements qui vont faire les choix éclairés en fonction des besoins de leur milieu. Donc, ce ne sont pas seulement des initiatives et des achats réalisés par le ministère de l'Éducation. Fin de ma parenthèse. Je vous parle aussi de l'accompagnement. En fait, au Québec, on a une force qui s'appelle le RICI. C'est le Réseau pour le développement des compétences des élèves par l'intégration des technologies. C'est maintenant plus de 250 personnes ressources qui accompagnent le personnel scolaire pour favoriser l'usage du numérique pour enseigner et faire apprendre. Il y a différents paliers de personnes du RICI. En fait, on a des services locaux. Donc, chaque centre de service scolaire a au moins une personne ressource du RICI pour intégrer le numérique, pour accompagner les enseignants. On en a aussi au niveau régional qui sont plus spécifiques à la formation générale des adultes parce qu'il y a différentes particularités. Et on a aussi des services nationaux qui sont davantage dans un esprit de recherche et de production de matériel qui sont rattachés, regroupés selon différentes thématiques. Par exemple, il y en a un qui a été mis en place en janvier 2019, c'est le RICI à l'intention des gestionnaires scolaires. En fait, le RICI GS. En fait, le mandat du RICI gestionnaire scolaire est celui de soutenir, accompagner et former les gestionnaires scolaires et les directions d'établissement des centres de services pour une intégration cohérente du numérique au service de l'apprentissage. C'est aussi le développement d'un leadership pédago-numérique autour d'une vision partagée par les acteurs du milieu. En fait, le mandat du RICI gestionnaire scolaire, qui sont représentés actuellement par 2 personnes, ça se déploie de façon locale et régionale. Ils proposent d'animer des communautés d'échange, des communautés de pratique, de conseiller les gestionnaires scolaires dans la mise en place de stratégies locales ou régionales encore. Tout ça, bien évidemment, dans le lien ou dans l'intention de déployer, de maximiser l'usage du numérique. Les journées du numérique en éducation se sont tenues la semaine dernière. En fait, c'était la 3e édition, le 5 novembre dernier. Et cet événement virtuel, donc depuis 2 ans, est organisé par le ministère vraiment pour but de favoriser le développement de la compétence numérique des différents acteurs, que l'on parle des enseignants, des conseillers pédagogiques et des gestionnaires scolaires. Bien évidemment, cette offre-là de formation, elle est dite gratuite, c'est le ministère qui l'organise, et elle est ouverte à l'ensemble des acteurs des réseaux publics, privés et des organisations autochtones pour le Québec, mais aussi pour l'ensemble de la francophonie. Sachez aussi qu'une majorité, une bonne partie, en fait, je me ramène, des ateliers étaient en traduction simultanée en anglais pour permettre à notre minorité anglophone aussi de monter en compétence. Donc, puisqu'on parle des gestionnaires scolaires, vous nommez qu'ils sont déposés sur le site du plan d'action numérique. Il y avait 2 ateliers spécifiques à l'intention des gestionnaires scolaires. Les supports de présentation sont disponibles. Donc, on en avait une sur la transformation numérique en éducation
qui était offert aux dirigeants des centres de services scolaires et commissions scolaires. Et on en avait un autre, davantage au niveau des gestionnaires d'école, qui était de mobiliser son équipe dans la transformation du numérique, se donner une vision partagée, en fait, pour passer de la vision à l'action. Le deuxième objectif sous la compétence de la culture numérique, c'est de soutenir les personnes et les organisations dans la transition vers une culture numérique. Alors, bien évidemment, dans la mesure 8 du plan d'action numérique, on parle de valoriser les bonnes pratiques et tout le potentiel du numérique en contexte éducatif. On a un partenaire qui s'appelle l'École branchée qui produit différentes ressources, encore là, accessibles au Québec, au Canada, comme de l'autre côté de l'océan. Et c'est une couverture des différents enjeux et des possibilités du numérique. En fait, l'équipe de l'École branchée organise notamment des entrevues avec des acteurs du milieu scolaire. On appelle ça des rendez-vous pédagogiques. Ils visent à mettre en lumière des enseignants, des conseillers pédagogiques, des gestionnaires, des bancs de direction, des chercheurs aussi, dans différentes capsules vidéo. En fait, ces entrevues qui sont vraiment authentiques permettent, je suis certain, vont vous permettre de vous inspirer dans l'utilisation du numérique. Et l'École branchée organise aussi des journées de formation professionnelle à l'intention du personnel et des gestionnaires qu'ils nomment en fait des créacamps. En fait, ils en ont organisé 2 en 2019 et en 2020 spécifiques à l'intention des gestionnaires scolaires. Le prochain, dans la série à l'intention des gestionnaires scolaires, était le 15 novembre, et portait sur l'exercice du leadership en contexte école depuis les transformations liées à l'intégration du numérique. En terminant, je reviens sur la diapositive qui présentait une capture d'écran du site InfoGestionnaire hébergé sur le site du ministère pour revenir sur la section. Donc, je vous ai parlé tantôt des webinaires, mais il y a beaucoup plus d'informations qui sont présentées, vraiment ramenées à l'intention. Donc, on a mis en évidence les bonnes pratiques favorisant la transformation numérique. Et ces bonnes pratiques, quelles sont-elles? Ma collègue Marie-Hélène va vous en parler dans quelques minutes, mais je voudrais quand même vous présenter qu'on a ici des différentes documentations à leur intention, dont le rapport sur l'implantation des classes numériques dans les établissements d'enseignement primaire et secondaire. Cette recherche, qui a été faite par France Gravel et ses collègues, est disponible sur le site du plan d'action numérique, mais circule bien évidemment sur les différents réseaux sociaux. Et on a présenté, en fait, une fiche synthèse faite avec la collaboration de son équipe pour présenter ces bonnes pratiques-là. Et question de joindre l'utile à l'agréable, pour les gestionnaires du Québec, on a annexé les règles budgétaires spécifiques au plan d'action numérique pour favoriser ce passage de la vision à l'action. Donc, des outils sous forme de NAPRON pour permettre aux gestionnaires scolaires d'assurer et de maximiser, de favoriser cette transformation numérique-là dans leurs établissements. Donc, c'est oui, le ministère de l'Éducation met des sous pour permettre ce virage-là, mais aussi il faut accompagner ça avec une formation et des bonnes pratiques. Sur ces mots, je vous laisse la parole. Merci Patrick. J'enchaîne à l'instant avec les données de la recherche, gestion et leadership pédago-numérique. Attendez peut-être un instant. Donc là, ça serait déjà la deuxième présentation, c'est juste? Non, ça fait toujours partie de la première présentation. Okay. Est-ce qu'on peut me confirmer qu'on voit bien à l'écran ma diapositive? Oui. Donc, contexte de la recherche. Dans ce contexte de transition numérique du système éducatif québécois, les directions d'établissements d'enseignement jouent un rôle clé au sein des milieux, s'agissant non seulement d'instaurer les conditions nécessaires au déploiement du numérique, mais aussi de favoriser au sein des équipes écoles un climat collaboratif où l'accent est mis sur les pratiques novatrices. Toutefois, on a peu étudié au Québec les stratégies et les moyens mis en œuvre par les directions d'établissements d'enseignement et les gestionnaires scolaires pour implanter le numérique. Ce constat mérite notre attention puisqu'ils sont les principaux mandataires de la mise en œuvre de l'infrastructure numérique et du soutien à la formation continue du personnel selon la loi sur l'instruction publique. Qui plus est, on ne connaît pas suffisamment les nouvelles compétences qui sont requises pour gérer l'implantation du numérique, ainsi que le suivi qui en découle au sein des établissements d'enseignement québécois. D'ailleurs, le référentiel de compétences professionnelles actuel ne tient pas compte du nouveau cadre de référence de la compétence numérique.
Dès lors, le ministère de l'Éducation du Québec a voulu mener une recherche qui vise à affiner les connaissances et à favoriser le partage d'expériences en lien avec les pratiques professionnelles et les stratégies de gestion mobilisées par ces acteurs précis en contexte d'implantation du numérique. De façon plus spécifique, la recherche gestion et leadership pédago-numérique est menée dans l'objectif principal de décrire le rôle, les pratiques et les stratégies des directions d'établissements d'enseignement et des gestionnaires scolaires qui ont implanté le numérique dans leur établissement. Sa question de recherche est la suivante. Quelles sont les stratégies de gestion ainsi que le style de leadership qui peuvent favoriser l'implantation du numérique et plus particulièrement le comodal dans les établissements d'enseignement du Québec? Méthodologie. Pour mener à bien cet objectif, la recherche adopte une posture descriptive teintée de l'interprétation de l'expérience professionnelle des participants et s'inscrit dès lors au sein du paradigme qualitatif. 2 méthodes de collecte de données sont mobilisées à cette fin. D'abord, les propos sont recueillis à travers une communauté de pratiques professionnelles et ensuite, des entrevues semi-dirigées sont menées afin de venir approfondir certains thèmes. Les participants ont été sélectionnés sur une base volontaire. Ils occupent la fonction de direction d'établissement ou de direction adjointe dans un établissement québécois ou de gestionnaire scolaire dans un centre de service scolaire. Dans le cadre de la communauté de pratique professionnelle, ce sont 23 participants qui ont été invités à partager leur expérience à l'occasion de 5 rencontres d'une durée d'1h30 minutes. Dans ce cadre, les participants étaient invités à échanger à la fois lors d'ateliers menés en sous-groupe et à travers des discussions menées en grand groupe. Parmi ces participants, 12 d'entre eux se sont exprimés dans le cadre des entrevues semi-dirigées d'une durée de 30 à 45 minutes. Résultats issus de la communauté de pratique professionnelle. Les propos des participants ont permis de dégager 6 grands champs d'action au sein desquels se déploient les stratégies de gestion et d'implantation du numérique. Le premier champ d'action regroupe des stratégies qui visent la planification. Dans ce contexte, il est nécessaire de planifier selon les préoccupations et besoins d'un milieu. Les participants ont aussi identifié l'importance d'effectuer cette planification par étapes et de s'assurer en amont que l'environnement de travail soit prêt. Veiller à ce que les enseignants profitent du temps nécessaire à la planification de cours en contexte de classe virtuelle est également une stratégie qui s'est avérée efficace. Le deuxième champ d'action regroupe les stratégies visant la gestion de l'infrastructure et des ressources humaines et numériques. En ce sens, il est important que l'infrastructure numérique soit adéquate et capable de soutenir les projets d'enseignement numérique. Les équipements doivent aussi être accessibles et être déployés de façon à venir correspondre aux besoins des milieux afin de soutenir justement cette implantation sur le long terme. La gestion des ressources humaines pouvant soutenir l'implantation est aussi à considérer. En ce sens, recourir à des services externes, à des conseillers pédagogiques ou à des enseignants qui ont une expertise pédago-numérique sont des pratiques gagnantes. Le troisième champ d'action regroupe les stratégies visant les pratiques de communication. En effet, une communication efficace, claire et régulière avec les équipes de direction, l'équipe école, les élèves, mais aussi leurs parents, favorise l'implantation du numérique. Pour appuyer cette idée, une participante souligne qu'il est primordial de rappeler aux membres de l'équipe école les raisons pour lesquelles la transition numérique s'effectue, ce qui favorise par rebond l'engagement de ces derniers. Le quatrième champ d'action regroupe des stratégies qui visent la collaboration, la formation et le soutien. Selon les propos des participants, il est impératif d'entretenir une culture de collaboration au sein de l'équipe de direction d'un établissement d'enseignement et au sein d'un centre de service scolaire, ce qui passe notamment par le partage d'expériences. De plus, il s'agit de faire en sorte que cette culture s'étende à tous les membres de l'équipe école, car la collaboration apparaît comme étant la pierre angulaire de la transition numérique. Le cinquième champ d'action regroupe des stratégies qui visent l'exercice du leadership. Dans ce cadre, assumer son leadership en ayant confiance en soi, en ses capacités et en ses connaissances est une stratégie largement mobilisée. De plus, il est important d'identifier les autres leaders membres de l'équipe école afin de partager ce leadership. Le sixième et dernier champ d'action regroupe des stratégies visant l'instauration d'une culture d'organisation apprenante au sein des établissements d'enseignement. En fait, il s'agit d'instaurer une culture où l'apprentissage commun et continu, le questionnement, l'expérimentation, l'engagement pédagogique et les savoirs expérientiels sont valorisés. Résultats issus des entrevues semi-dirigées.
Les participants ont été invités à s'exprimer sur les projets numériques qu'ils ont mis en place au sein de leur milieu, ainsi que sur les préoccupations et réussites vécues dans ce cadre. À partir de ces expériences, il en ressort plusieurs pratiques et stratégies de gestion employées pour influencer, accompagner et démontrer son engagement. Au niveau des stratégies d'influence, les participants soulignent qu'il importe de mettre l'accent sur la façon suivant laquelle l'innovation peut potentiellement répondre aux besoins du terrain. Il s'agit de miser sur les gains pouvant être retirés de l'innovation pédago-numérique. Mais il est aussi nécessaire d'impliquer les membres de l'équipe école dans le processus du changement et de leur offrir un accompagnement efficace. En ce sens, le fait d'instaurer des moments de partage pour discuter du pédago-numérique en termes de réussite comme de préoccupation est une stratégie qui a porté fruit. Le deuxième thème à l'étude concerne les stratégies pour démontrer son engagement. En faire preuve se consolide en faisant partie intégrante du projet, soit en restant à l'affût des initiatives pédago-numériques qui vont se déployer au sein de l'établissement d'enseignement et en adoptant aussi une posture d'ouverture et d'écoute. En plus de connaître ce qui se passe sur le terrain dans un milieu précis, l'engagement se déploie par la connaissance des initiatives provenant des autres milieux. À ce titre, s'impliquer dans des communautés de pratique regroupant des membres d'établissements d'enseignement distincts et collaborer avec des experts sont des stratégies gagnantes. Aussi, les participants soulignent l'importance d'offrir les ressources nécessaires à l'implantation du numérique, qu'elles soient matérielles, humaines ou encore temporelles. Pardon. Le troisième type de stratégie concerne celle qui vise l'accompagnement de l'équipe école. D'abord, les participants identifient la pertinence de simplifier l'accessibilité de l'accompagnement et du matériel, ce qui passe notamment par le fait de sélectionner soi-même les outils qui peuvent être utilisés par les membres de l'équipe école. Il s'agit aussi de promouvoir le développement de la compétence numérique chez les enseignants en les incitant à suivre de la formation. À ce sujet, faire de la différenciation au niveau des formations et de l'accompagnement est important afin de respecter le rythme et les besoins spécifiques de chacun. Le soutien passe aussi par la mise à profit des personnes ressources du milieu qui peuvent faire de l'accompagnement. Les participants identifient également des stratégies visant la supervision qui permettent d'identifier les besoins individuels comme collectifs, mais qui permettent aussi de venir éliminer les irritants qui peuvent faire obstacle à l'implantation du numérique. Finalement, ils soulèvent l'importance de reconnaître leurs propres besoins de soutien et d'accompagnement. À ce titre, la collaboration avec d'autres acteurs et la consolidation de leurs propres compétences numériques sont des éléments essentiels. En conclusion, les résultats de la recherche ont présenté 6 grands champs d'action au sein desquels se déploient les stratégies de gestion d'implantation du numérique, ainsi que des pratiques de gestion employées pour influencer, accompagner et démontrer son engagement. Ces résultats corroborent ceux d'une recherche antérieure, celle qui vous a été présentée un peu plus tôt par Patrick, qui a mis en exergue l'intérêt du leadership transformationnel et du leadership pédago-numérique en contexte d'implantation du numérique. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup pour votre présentation très intéressante. Je laisse immédiatement la parole pour des questions, phase discussion. Donc, je vous laisse lever la main s'il y a des questions.